Très ravi d'être ici aujourd'hui avec mon collègue Darrell Sanson dans le cœur de l'Acadie, dans le berceau d'un peuple si fier, acadien. Et Darrell a dit que mon père venait de Muscataway. C'est pas nécessairement vrai. Il vient de Moses River, qui est encore plus à l'est sur la côte. Mais il a quitté ce beau village dans les années 50 pour aller étudier, faire son doctorat en histoire canadienne. Puis s'est ramassé à Montréal. Moi, j'ai du sang acadien, du Boutillier. Ah oui. Mais l'histoire en est une qui est très similaire à d'autres Acadiens qui ont été assimilés et qui ont perdu leur langue. Et ce n'est qu'à cause de mes parents qui m'ont envoyé uniquement à l'école française francophone au Québec, à Montréal, que je parle français aujourd'hui. Puis j'ai continué mes études jusqu'à la maîtrise en français. C'est pas tout le monde qui peut faire ça à travers le Canada. C'est faisable au Québec, dans certaines régions du Canada. Mais le processus d'assimilation est réel, vrai, et fouette plusieurs communautés comme celle-ci, comme les gens à qui je parle en région, dans une mer d'anglais, non seulement au Canada, mais en Amérique. Donc, il faut être vigilant. J'ai un devoir primordial, comme ministre de l'Immigration, d'assurer la pérennité des communautés francophones, surtout en dehors du Québec. C'est un devoir qui n'est pas facile, et c'est un devoir où, je dirais, le gouvernement fédéral a failli à ses devoirs pendant très longtemps. De peine et de misère, on a, comme Darrell l'a très bien dit, atteint le 4,4 % de l'immigration l'année dernière, mais ce n'est pas assez. Évidemment, Darrell, comme vous le savez, vous l'entendez, quand il parle, les gens l'écoutent. Je n'ai pas besoin d'avoir lui sur le dos 24 heures, 7 jours sur 7. Mais j'ai entendu ses revendications, puis les revendications de ses collègues libéraux, mais aussi d'autres partis qui ont le fait français à cœur. L'année dernière, j'ai annoncé, côté volume d'immigration, une augmentation cette année à 6 %, ce qui est quand même une augmentation de 50 %, 7 % l'année prochaine, 8 % l'année d'après. Donc, c'est le double de ce qu'on faisait, puis qu'on atteignait de peine et de misère. On a beaucoup de travail à faire, et on ne peut pas juste être dans le volume. L'immigration, c'est une chose, c'est indispensable aux communautés comme ici, comme à Caraquet, où j'ai lancé notre politique francophone, où il y a 40 initiatives séparées qui ont été très bien accueillies, mais qui sont indispensables à faire ça de la bonne façon. On ne peut pas juste être dans le volume, on ne peut pas juste mettre 8 % du total au centre-ville de Toronto, parce que dans 60 ans, 2 générations, il y aura ce processus d'assimilation. Il faut bien le faire. J'ai entendu aujourd'hui de plusieurs gens cette importance de régionalisation. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, dans le contexte du fait que je veux assurer avec le travail de mes collègues aux provinces la pérennité des communautés francophones, j'annonce 2 choses. De un, l'augmentation de 10 communautés accueillantes, il y en a 14 déjà à travers le pays, de 10 communautés accueillantes qui vont pouvoir aider à épauler les gens quand ils s'intègrent, surtout en région, à travers le Canada. Je vais nommer ces communautés parce qu'elles sont importantes, sont à travers le pays, mais il y en a à peu près la moitié qui se trouvent dans les maritimes. D'abord, en Colombie-Britannique, la communauté de Nanaimo. Au Manitoba, la région de Rivière-Rouge. En Nouvelle-Écosse, chez Dican. J'y serai demain. Donc, c'est une belle nouvelle. On a déjà la région évangéline aussi, donc aucune addition dans la région évangéline. Au Nouveau-Brunswick, la région de Belle Bay, ce qui inclut Bathurst et la Première Nation de Pabineau. À Caraquet, bien évidemment, ce qui inclut la Rivière-du-Nord et Haute-Terre. La région de Restigouche-Ouest. Au Saskatchewan, Prince-Albert. En Ontario, Cornwall, le district de Cochrane et London, bien évidemment. Donc, c'est une belle nouvelle pour ces communautés. Ça va assurer, avec le financement qu'on va leur donner, qu'il y a la possibilité de bien accueillir des gens qui s'établissent en région, parfois pour la première fois au Canada. Donc ça, c'est la première nouvelle.
La deuxième nouvelle, et on parle encore de structure, c'est un projet pilote pour les universités, les institutions comme Sainte-Anne, de pouvoir assurer que les étudiants internationaux qu'ils accueillent ici d'expression francophone puissent avoir un accès accéléré à la résidence permanente. Sachez qu'étudiant international, quiconque étudie comme étudiant international au Canada n'a pas nécessairement le droit d'accéder à la résidence permanente. Par contre, pour ces gens, dans le contexte de notre projet pilote, puis ça va être 2000, peut-être 2300 personnes, un accès accéléré à la résidence permanente. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable, qui étudient dans des institutions postsecondaires au Canada d'expression francophone, de vocation francophone, et qui vont avoir 2, 3, même 4 ans de début d'intégration dans le beau pays qui est le Canada. Donc, c'est une initiative qui est très importante parce que ça amène encore une structure au volume que j'ai annoncé qui est quand même assez ambitieux. Donc, c'est ça l'état des choses aujourd'hui dans le contexte des deux annonces. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont à cœur le fait français et les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Une belle annonce pour le Canada. On a un défi comme pays de s'assurer la pérennité, oui, de ces communautés, mais la pérennité de notre identité nationale, qu'est le bilinguisme. Évidemment, en ce qui a trait au français, encore des initiatives qui sont à faire. J'en aurai beaucoup plus annoncé dans les mois à suivre, mais c'est un bon début et puis c'est un excellent début pour les communautés qui vont en bénéficier, surtout les personnes qui vont s'intégrer dans des milieux francophones et pouvoir s'épanouir dans ces belles communautés comme celle où je suis aujourd'hui avec mon ami Darrell. Donc, je vous remercie infiniment et je terminerai là-dessus. Et je suis très impatient de prendre vos questions. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et les médias que vous représentez. We will now take questions from the media. One question, one follow-up each. Please state your name and the outlet you represent. Bonjour, Héloïse Rodriguez, Radio-Canada, RDI. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet pilote un peu mieux? Ces 2300 personnes, comment est-ce qu'elles sont choisies? Ce sera où? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà au Canada, des futurs étudiants? Voilà. Oui, une très bonne question. Yeah, sure. Okay. Do you want me to repeat the question in French? No. Do you want me to translate the? That's okay. Okay. Bon. Donc, le projet pilote vise à peu près 2000 personnes. Ce sont des personnes qui sont présentement ici ou qui viennent dans l'année à suivre. Donc, ces gens-là seraient éligibles. Il y a une étape additionnelle à franchir, notamment de s'assurer que ces gens-là sont bien encadrés, donc un travail avec les institutions qui seront visées, qui feront partie du projet pilote. Donc, un processus qu'il va falloir ratifier avec les institutions elles-mêmes pour assurer que les gens-là qui vont être choisis sont choisis de la bonne façon et que les institutions elles-mêmes vont pouvoir les épauler et les appuyer. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire, effectivement, à ce niveau. On veut s'assurer, j'ai le choix, j'aurais peut-être le choix de donner la résidence permanente accélérée à quiconque parle un certain niveau de français. Mais je pense que les institutions elles-mêmes ont une responsabilité de s'assurer que ces gens-là sont bien appuyés, bien entourés dans leur contexte d'intégration au Canada. Donc, c'est du nouveau dans le domaine. Je serais prêt, en fait, à l'élargir s'il y a un succès, même tentatif. Mais pour l'instant, ça va prendre, puis on en a parlé ce matin, ça va prendre l'implication intime des institutions en particulier, puis on va signer des ententes avec eux pour s'assurer que les gens qui viennent ici sont bien entourés et qui ont par conséquent l'accès à la résidence permanente. Sorry, the pilot project, and I was trying to give some context to your colleague, is one that's new. I could have given accelerated permanent residency to people with a certain level of French. It would have been a much broader category. But in this context where we are giving an accelerated pathway to permanent residency for people that are international students, in the context of the integrity challenges that we're facing with the program generally, we want to make sure that the institutions are properly supporting those people generally, whatever student comes here and is paying the fees that they're paying.
But we also want to make sure that the candidates that are chosen are ones that are done in conjunction with the institutions that take up this offer. So we have some memorandum of understanding that we're going to have to sign with them to make sure that this happens. I could make it quite broader if it works, or if I have a tentative feeling that this is something that is successful, because we do have to make sure that we are reaching our Francophone levels. So it's something I'll be watching actually quite closely in the next little while. It'll apply to people in current school year or ones coming in. Again, that's the work that we have to do with the institutions in question. Et en question de suivi, donc justement, avec des cibles d'immigration aussi ambitieuses, est-ce que 2000 personnes pour un projet pilote, c'est suffisant? Ben, c'est la limite légale des projets pilotes. C'est la raison pour laquelle je regarderai ça de façon très intense, non? Parce que je veux, si c'est un succès, même si j'ai l'impression que ça va être un succès, je suis prêt à le bonifier. If we could do answers in both languages. Thank you, Minister. On a different topic, actually, your government has said it's reviewing the timeline of events in the terror case in Toronto. Wondering what that has uncovered. So, look, I'd like to give you a better answer, frankly, today, and I don't have one better than the one I'm about to give you. The reality is I want to know exactly what happened, when, and how. That is something I have ordered my deputy minister to undertake with my department, to look at the timeline at which the individual in question got their permanent residency and citizenship, who knew what, when, and how. I hope to be able to provide answers in a relatively short timeline about what happened. I'm as disgusted as any Canadian, but I have a responsibility to get to the bottom of it. And I will. The information that I can share in the context of criminal proceedings may be limited, but I want to make sure first and foremost that Canadians are safe and that we do not compromise an ongoing court case. But again, I think Canadians deserve answers. I'm going to get to the bottom of it. I'm also going to take the next step, which is to start the preliminary work with the evidence at hand to look at whether the individual in question's citizenship should be revoked. Je vais le faire en français aussi. Je suis aussi dégoûté que tout autre Canadien qui est au courant des faits. Je ne l'ai pas dit en anglais, je vais le dire en français, mais d'abord, j'aimerais souligner le travail impeccable qu'a fait la police pour assurer qu'il n'y a pas eu un attentat, qu'il n'y a pas eu un événement terroriste au Canada. C'est excessivement important. I just wanted to first, and I didn't say it in English, highlight the fact that the police did an exceptional job in making sure that there was not a terrorist event in Canada that was executed. J'ai la responsabilité comme ministre de l'Immigration de m'assurer que les Canadiens savent exactement ce qui s'est passé, quand et comment, quant à l'accès à la citoyenneté, à la résidence permanente de cet individu. Ce que je peux partager dans le contexte d'un processus criminel qui est toujours en voie d'exécution, sans compromettre le procès en tant que tel. Je vais devoir consulter nos avocats, mais si je peux partager quoi que ce soit pour les Canadiens pour qu'ils savent exactement ce qui s'est passé, je vais le faire. J'ai ordonné à mon sous-ministre de faire ce tri à l'intérieur pour savoir exactement qui savait quoi, comment et pourquoi cette personne a eu la citoyenneté canadienne. Je vais le faire. Et je vais aussi entamer le processus de révocation de la citoyenneté canadienne avec les faits que j'ai sous les yeux pour l'instant. Thank you, Minister. And to return to today's announcement, I'm wondering if I could get you to speak in English just briefly about the significance of the announcement. Well, we're a bilingual country. I think that's what's significant. And our federal immigration system has never been as good as it really should have to make sure that Francophone communities that are vulnerable have the level of immigrants to make sure that these communities that suffer like other rural communities in Canada, that draw from big urban centers. But it's even worse and more acute when it comes to languages, which is the heart of anyone's culture and identity, the way they express themselves, and making sure that we have Francophone immigrants, and the federal government is doing its job to make sure Francophone immigrants are attracted to these rural communities, which are often smaller, is one that is excessively important. Last year I announced, as Darryl mentioned in introduction, an increase from 4%, which we reached with difficulty, to 6%, so 50% more for this year. We're on good track to achieving that to 7% and 8% in the next couple of years. But it can't just be a question of volume. It has to be a question of
of integration and proper supports what the federal government can only partially achieve, but we need to make sure that these communities are well supported. So today I'm announcing 10 more communities that is part of our Welcoming Communities program. There are 24 across the country that do welcome Francophones as their first experience in Canada. It's important that they have the proper support when they're getting into those communities. So we announced 10 more, about a third to half of which are in the Maritimes. And then the project pilot that you asked me a question about, which is to make sure that students that are in a Francophone institution, it makes sense they're coming here to study in French and get their first exposure to being integrated to Canada through a post-secondary institutions, have an accelerated pathway to permanent residency. This is part of the structure that we need to continue to impose as we increase the numbers of volume of people that come in here, because it can't just be a volumes number where everyone goes to a large urban center and then integrates into a largely Anglophone environment. So I think these are important for our national identity, or they're equally, if not more important, for the communities that are depopulating and need immigration. Immigration is one of the answers, but it's not the answer to everything. But it is indispensable to this discussion. And that's something I'm proud of and I'll continue to work on. And I think our government will continue to push as we make sure that we have thresholds for communities that are Francophone speaking outside Quebec, that they have that vitality they've been asking for so long.